Beauté à tous. Alors, c'est de nouveau votre Mpangui aussi. Alors, j'espère que vous vous portez toujours aussi bien. Voilà, que c'est la forme. Et donc aujourd'hui, nous revenons pour démarrer donc une nouvelle série de Kabula qui traiteront sur notre parcours avant la rencontre avec l'école initiatique Kimuntu, le chemin parcouru, voilà, puisque depuis notre arrivée à l'école, euh, les, les initiations que nous avons suivies, etc., il y a bien un cheminement qui nous a mené à là. Je pense que tous, lorsque nous rencontrons la tradition, enfin, il y a toujours un début, voilà, un point de départ qui nous connecte à la tradition et qui voilà, peut nous mener selon le cheminement vers des directions et d'autres. Et jusqu'à ce qu'on arrive notamment à l'école Kimuntu. Donc il est important, je pense, de pouvoir revenir sur ces étapes, sur ce cheminement, afin de pouvoir éclairer, aider éventuellement d'autres qui pourraient se poser des questions et donner par son expérience propre une idée voilà, du parcours par lequel on peut passer, des chemins tortueux, vertueux par lesquels on peut être amené à passer avant d'arriver donc justement à découvrir, à se trouver finalement, à trouver sa voie, à trouver son chemin. Donc l'idée c'est que ça puisse aider, ça puisse inspirer d'autres dans leur cheminement et également voilà, le simple fait aussi de pouvoir partager avec tout le monde notre expérience qu'on a pu vivre, hein, notre vécu. Voilà, donc cette série de Kabula, il se fera en plusieurs parties, voilà, pour quand même essayer d'alléger euh, d'alléger le contenu, puisque je pense qu'il y aura quand même des choses à dire. Donc, mais l'idée, c'est voilà, de rendre ça le plus agréable, le plus léger possible. De toute façon, on prendra le temps. L'idée n'est pas de se précipiter, mais véritablement de transmettre, de partager ce qu'on a à dire. Voilà, c'est très important. Donc, mais pour ça, nous ferons sans doute trois parties. Voilà, comme ça permettra de pouvoir faciliter l'écoute et voilà, ce sera plus agréable sans doute pour tout le monde. Donc, alors, donc le cas qui me concerne, donc, c'est vrai que le chemin a été, je dirais, quand même assez long, remonte quand même il y a assez longtemps, puisque mes tout premiers questionnements sont arrivés, on va dire, dès l'âge voilà, de 10 12 ans, puisque en tant que, que Kamite, né dans la diaspora, dans les Caraïbes, aux Antilles, la question de l'identité et des origines se pose assez tôt, puisque finalement, en tout cas dans mon cas, ça a été le cas, hein, c'est-à-dire le fait de se demander, mais finalement, réellement, d'où venons-nous? Puisque plus jeune, les seules références qu'on pouvait avoir vis-à-vis de notre histoire, de notre parcours, hein, au niveau civilisationnel, ce qui revenait uniquement comme source, comme information, c'était soit l'esclavage ou la colonisation. Voilà. En dehors de ça, il n'y avait aucune information, aucune. Donc, très tôt, je me suis demandé, mais c'est quand même bizarre. Nous sommes finalement, sans ce que je comprends, un peu partout dans le monde. Nous vivons sur un grand continent
qu'on appelle l'Afrique. Nous, ici, nous avons été déportés, ou en tout cas nos aïeux ont été déportés par rapport à l'esclavage. Ils sont présents aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Mais pourtant, en termes de réalisation, de présence historique, zéro information. Donc à l'époque, voilà, j'ai 10-12 ans et donc je me souviens très bien m'être promis, une fois plus tard, hein, une fois grand, de trouver des gens pour me parler, pour m'enseigner l'histoire de l'Afrique et l'histoire l'histoire du monde noir de façon générale. Voilà. Je me souviens très tôt, hein, dès cette époque, avoir formulé cette intention. Voilà. Donc, sans le savoir, peut-être j'étais déjà dans un processus de manifestation, hein, de création par la pensée. Mais voilà, j'ai formulé ce souhait en me disant, et donc je me souviens très bien ce jour-là, avoir visualisé la scène où je me voyais donc plus grand, voilà, adulte, jeune adulte, mais assis et recevant des cours, voilà, étant enseigné sur donc la véritable histoire de l'Afrique, ce à quoi je n'avais pas encore accès à l'époque, donc à l'âge de à peu près 10-12 ans. Mais en attendant, donc j'ai commencé donc à me documenter autant que possible. Je me revois encore assis dans le couloir de ma maison en train de feuilleter les encyclopédies que nous avions à la maison, à me renseigner déjà sur la question de la spiritualité. Voilà, je me renseignais déjà, je prenais les encyclopédies, je cherchais, donc c'était des grandes encyclopédies réparties donc par lettres. Donc j'allais par exemple à la lettre J, je cherchais donc judaïsme, je cherchais à me renseigner, à mieux comprendre ce qu'était le judaïsme. J'allais à la lettre, je prenais une autre encyclopédie, la lettre C, j'allais à christianisme, j'apprenais un peu plus en profondeur qu'est-ce que les encyclopédies, qu'est-ce que voilà, ces supports de transmission de connaissances nous apprennent donc sur ce sujet. Voilà, pareil, j'allais lire ce que disaient donc les encyclopédies sur l'islam, euh, je tombais parfois dans mes recherches sur d'autres courants, le sikhisme, donc les sikhs, l'hindouisme. Je me renseignais voilà, sur beaucoup de traditions, de spiritualité, le rastafarisme, etc. Et souvent, ce qui retenait mon attention, c'est parfois ce qui pouvait y avoir de similaire, voilà, les similitudes entre ces différentes traditions, ce qui pouvait finalement constituer des points, des points communs. Voilà. Et déjà à l'époque, je me disais, mais est-ce que ce serait parce que j'avais comme ce sentiment qu'il y avait un peu de bon, un peu de vrai dans chaque chose. C'est-à-dire que, voilà, il y avait comme ce sentiment que cette telle tradition, vu la manière dont c'était présenté, de la manière dont c'était présenté, ça paraissait intéressant. Il y avait des manières de présenter les préceptes religieux d'une certaine manière où je me disais, tiens, l'hindouisme c'est intéressant pour telle et telle chose. Ah, il y a tel principe dans le christianisme qui paraissent intéressants. Vous voyez, donc j'avais comme ça donc différentes. Je trouvais, on va dire, du bon un peu dans chaque tradition. Et déjà, je me souviens à l'époque, je me demandais, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir réunir finalement ces différentes traditions, de pouvoir créer un pont, de pouvoir créer finalement une nouvelle tradition qui soit finalement le trait d'union, la réunion de tous ces points forts, de tous ces éléments intéressants
Bon, ça peut paraître un peu farfelu, mais il y a toujours eu pour moi le, le sentiment de pouvoir trouver ou de vouloir trouver une manière voilà, de rassembler, voilà, de pouvoir rassembler des opinions diverses et de pouvoir finalement créer un ensemble, hein, un système qui permette à chacun de pouvoir s'épanouir, mais tout en étant au sein donc d'une tradition, euh, voilà, d'une vision commune. Bon, c'est vrai que ça peut paraître aujourd'hui compliqué d'imaginer qu'on puisse euh, réunir tout le monde donc, au sein d'une même tradition. Puisque chaque lignée, qu'on soit mélanoderme, leucoderme, xanthoderme, bon, euh, chaque lignée a sa manière de voir le monde, a sa cosmologie. Donc, pour pouvoir réunir les opinions parfois divergentes, euh, ça peut être ouais, une mission qui peut paraître impossible. Mais voilà, à cette époque-là, j'avais ce besoin d'essayer de comprendre un peu comment fonctionnaient les choses, pourquoi certains voyaient les choses d'une manière et d'autres d'une autre manière. Et je dirais que voilà, le cheminement, déjà à cette époque, avait commencé hein, à mon niveau, le questionnement et je dirais même la remise en question, puisque bon, moi étant issu d'une famille profondément chrétienne, catholique, de par notre histoire, hein, c'est la religion qui a dominé donc notre qui nous a dominé depuis ces derniers siècles aux Antilles. Donc, mais voilà, je suis né en particulier dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. J'ai évolué toute ma jeunesse, toute mon enfance dans l'enseignement privé catholique, hein, au sein donc d'une école à la fois école et couvent. Donc j'ai parfois même eu des enseignantes qui étaient religieuses. Voilà, donc j'étais habitué voilà, à vivre dans cet environnement. J'ai bon, ma mère même qui est enseignante et donc directrice d'établissements scolaires privés dans le milieu catholique. Voilà, animatrice de chorale. Euh, Vraiment, dans ma famille, je dirais que enfin, j'ai évolué au sein d'une famille vraiment investie dans le domaine religieux, hein, catholique. Euh, mais pour autant, comme je vous disais, donc très tôt, la quête de réponse et la remise en question est arrivée. Hein. Mais voilà, à l'époque, bon, je suis encore qu'un enfant, qu'un jeune adolescent. Voilà, j'ai 10 12 ans. Donc, je commence mes recherches et puis je me dis, bon, le moment venu, voilà, on aura plus de réponses. Pour l'instant, voilà, je commence mes petites recherches, je lis, je me documente à droite, à gauche, selon ce que je peux avoir comme source d'information. Et voilà, un peu le jour venu, j'aurai plus de réponses. Donc au final, bon ben, les années passent, j'évolue, je dirais comme un adolescent normal, hein, un peu comme tous les jeunes de mon âge, avec les mêmes centres d'intérêt, le foot, les amis, etc. Et puis, mais tout en gardant à l'esprit cette soif de connaissance et cette envie d'en savoir plus. Et je dirais que le vrai déclic est arrivé. Donc à l'époque, j'avais 18 ans, donc j'entamais mes études supérieures. Voilà. Et donc juste après mon bac. Et je me souviendrai toujours du jour où donc je vivais à l'époque dans une résidence, dans une maison euh,
dédiée aux étudiants. C'était une maison, on était donc entre colocataires, nous étions tous étudiants. Et je me souviens d'un jour d'une émission de télé euh, qui passait sur la télé locale, hein, chaîne locale. Donc l'émission en question, donc c'est B-World Connection, donc présentée et animée par Brother Jimmy, pour ceux qui connaissent. C'est une émission qu'on peut d'ailleurs encore aujourd'hui retrouver sur YouTube. Voilà. Et donc c'est une émission qui, ce jour-là, recevait donc euh, celui qu'on appelait à l'époque donc Jean-Philippe Omotunde. Donc là, on est aux alentours de, on est en 2005-2006. Voilà, l'émission passe à la télé. Je crois que c'était alors soit en fin 2005 ou première partie de l'année 2006. Et alors moi, c'est la première fois que je vois ce monsieur, Jean-Philippe Omotunde. C'est la première fois que j'entends parler de lui. Je ne connaissais pas du tout avant. Bon, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Et très clairement, c'est comme on dit, c'est la révélation. Voilà, là, je suis totalement stupéfait, je suis totalement interloqué. J'ai les yeux qui s'écarquillent, j'ai la bouche qui s'ouvre en grand. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'entends cet homme parler. J'entends parler pour la première fois de l'histoire de d'Égypte des pharaons, de l'Égypte euh, noire, hein, des humanités classiques africaines. Enfin, là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, euh, à quel moment j'ai raté ça? Enfin, là, d'un coup, je me dis, mais parce que on passe d'une quête de, de, d'informations, de connaissances sur l'histoire donc de nos ancêtres à ça, c'est-à-dire que je m'attendais euh, à avoir des informations, mais très clairement, là, je ne m'attends pas à ça du tout. Voilà, donc c'est vraiment la claque, très clairement. Et je me souviens avoir écrié, on va dire, euh, d'avoir déclaré comme ça, mais c'est ça que je veux, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux apprendre, c'est ce que je veux connaître. Parce que moi, à l'époque, bon, ben, j'entamais des études en gestion et administration, gestion des entreprises et administration, voilà, donc c'est la filière que j'avais choisie. Mais en voyant cette émission, je me dis, mais c'est exactement ce à quoi je vais avoir accès. C'est-à-dire, je repense à l'époque où donc j'avais 10, 12 ans, où je m'étais dit que plus tard, il fallait que je trouve des personnes pour m'apprendre donc l'histoire de l'Afrique, l'histoire donc du monde noir. Et là, c'est vraiment la révélation en fait. Le jour où je tombe sur cette émission et je vois pour la première fois donc ce monsieur, hein, Jean-Philippe Omotunde à l'époque. Et je me souviens qu'au moment où l'émission passait, au moment où je regardais l'émission, j'étais en compagnie donc d'un de mes colocataires qui lui me dit, mais ça t'intéresse vraiment tout ça? T'étais vraiment intéressé par l'histoire, Je lui dis, mais bien sûr, mais c'est vraiment, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. Et là, alors que ça faisait déjà quelques mois que nous vivions ensemble, mais on discutait, mais on n'avait pas encore abordé, je pense, cette partie. Donc, euh, nous n'avions jamais eu l'occasion de traiter, de parler de ces sujets. Et là, il m'attire dans sa chambre, il me dit, bon, ben écoute, si ça t'intéresse, suis-moi. Moi, surpris, je me dis, ben, ok, je le suis. On va dans sa chambre et là, il me remet des brochures, il me remet des références documentaires, puisque donc lui, du coup, il était un petit peu plus âgé que moi, donc il devait avoir 20 ans, hein, tout au plus, hein, il devait avoir 2 ans plus que moi. Mais c'est quelqu'un qui était déjà très impliqué au niveau, donc, lui, de la nation d'Islam. Voilà. Puisque d'ailleurs, il était même converti à l'islam. D'accord? Donc, vous imaginez, déjà à 20 ans, à l'époque, on est en 2005-2006, je tombe donc dans une résidence en colocation avec un autre jeune qui, lui, à 20 ans, a déjà fait
on va dire sa transition, mais qui voilà, a déjà, lui, s'est converti donc à l'islam, mais a rejoint donc la nation de l'islam, et donc il me fournit voilà, pas mal, puisque quand même, c'est vrai qu'au niveau de la nation de l'islam, bon, il y a pas mal de documentation, de références au sujet donc, de l'histoire du monde noir. Et donc voilà, il a eu l'occasion voilà, de me partager beaucoup de brochures, comme je le disais, hein, d'articles issus donc, de la nation de l'islam, euh, mais aussi voilà, sur Malcolm X, voilà, sur l'histoire également donc, de l'Afrique. Donc il y a une première approche, un premier contact qui vient par ce biais. Et donc du coup, par rapport à Jean-Philippe Omotunde, il me parle donc de l'Institut Africamat à l'époque. Il m'en parle, il m'explique que oui, ils ont un site. Enfin, à l'époque, il me débite tellement d'informations que moi, sur le coup, bon, ben, je prends ce que je peux, je retiens, je note. C'est un peu. Je suis bombardé de tous les côtés. Mais voilà, au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que bon, au cours de nos échanges, euh, il essayait aussi bon, ben, de m'orienter un peu en direction de la nation de l'islam. Donc, bon, moi, j'étais un peu plus réticent. Certes, j'étais dans une phase de quête de connaissances, mais voilà, je restais quand même vigilant et parce qu'il avait même, je me souviens, pour la petite blague, il avait même cherché à me convertir. Bon, je ne me suis pas laissé tenter. Mais au moins, ça a été voilà, une première approche et un premier accès à l'information, vraiment. Et comme je disais, là, mon premier contact donc avec, Jean-Philippe Omotunde. Et en fait, au cours des échanges qu'on a pu avoir, ce n'est que quelques mois après, puisque ça, on est, comme je vous disais, courant 2005-2006, ce n'est que lors des grandes vacances, donc juillet-août 2006, ça je m'en souviens très bien, qu'un jour, en essayant de me remémorer bon, ben, toutes les informations dont il avait pu me parler, dont ce colocataire avait pu me parler, j'essaie de me rappeler du nom du site de l'Institut, hein, donc à l'époque animé donc, euh, par Omotunde. Et j'ai du mal à retrouver le nom. Je me dis, mais il m'a parlé de. Je sais qu'il y a Ma, il y a quelque chose comme ça dedans. J'essaie de me remémorer. J'ai du mal. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a Afrique, je crois, dedans. Il y a Ma. Alors bon, un peu par tâtonnement, j'essaie de taper des mots-clés sur Internet pour essayer de retrouver. J'arrive pas. Au fur et à mesure, je me creuse les ménages. Et puis à un moment donné, à force de chercher, je tape Afrique, Mat, quelque chose comme ça. Et là, je tombe sur le site Africa Mat. Là, j'arrive à trouver le site. Je me dis, ah, voilà, c'est de ça dont il m'avait parlé. Et là, je vous assure qu'une fois que j'ai cliqué sur le site, que je suis arrivé donc, sur la plateforme du site donc Africamat de l'époque, hein, puisque c'était, il y a eu du changement entre temps. Non, ça c'est un autre chapitre. Mais à l'époque, donc sur le site d'Africamat, mais c'était une mine d'informations, d'articles sur tout type de sujet, que ce soit concernant donc l'Afrique à l'époque antique, donc on parle de l'Égypte antique, mais aussi des articles sur les empires africains de l'époque précoloniale. Vraiment, c'était une mine d'informations inimaginable. Et en fait, le site était structuré de telle sorte que lorsqu'on lit un article, on a tout de suite à la fin de l'article une suggestion pour un article suivant. Ce qui fait que du coup, durant toutes les grandes vacances donc de juillet-août, j'ai passé l'intégralité de mes journées à lire, à dévorer les articles du site d'Africamat. C'est-à-dire que je passais mes journées entières, je ne quittais pas ma chambre. C'était de... J'allais
de surprise en surprise. J'allais de découverte en découverte. C'est-à-dire que c'était vraiment devenu addictif. Je n'arrivais plus à me décoller de ma chaise, à tel point qu'au bout d'un certain nombre de jours, ma mère, observant un peu mon ménage, a commencé à se poser des questions. Et à un moment donné, en passant dans le couloir, elle me dit, oui, mais tu fais quoi depuis tout ce temps? Attends, c'est les vacances, t'es enfermé dans une chambre, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et moi, non, non, rien, c'est bon, je lis, oui, je fais des recherches. Mais c'est les vacances, l'année, l'école. Voilà, c'est un peu ça. Et non, vraiment, voilà, j'ai passé toutes mes grandes vacances, vraiment, euh, à ne faire que ça, tous les jours. Et, et à chaque fois, je me disais, mais il y en a toujours autant. C'est-à-dire, parce qu'après, je prenais le temps de lire. C'est-à-dire qu'en lisant un article, à chaque phrase, le temps de prendre une claque, le temps de s'en remettre, de continuer la lecture. C'est-à-dire que là, déjà à ce moment-là, pour moi, c'était la découverte d'une réalité où je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment cela, tout ça, tout ce dont il parle, comment ça peut exister et on en entend parler nulle part. Et ce que moi je trouvais surtout très impressionnant et convaincant, c'est que pour tous les arguments qu'ils avançaient, il y avait toujours une référence, euh, oui, une référence historique, une référence documentaire, voilà, des sources par rapport aux arguments, par rapport aux informations qu'il transmettait. Il y avait toujours moyen de pouvoir vérifier dans la littérature des écrivains de l'époque, voilà, lorsqu'ils citaient selon le témoignage de Plutarque, d'Hérodote, etc., etc., dans tel livre, tel chapitre, telle page. C'est-à-dire que tous les arguments, chaque article était étayé de sources, voilà, de sources documentaires où on pouvait retrouver ces informations. C'est-à-dire que ce n'était pas le fruit de leur imagination ou de leur simple désir. C'est-à-dire que c'était vraiment le fruit d'un travail de recherche, d'un travail scientifique. Donc c'est la découverte aussi pour moi à ce moment-là donc de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, voilà, euh, que, dont je n'avais pas encore entendu parler à l'époque, hein, donc j'avais 18 ans. Je découvre donc à cette époque le travail de Cheikh Anta Diop. Vraiment, voilà, c'est un monde, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. C'est vraiment une révolution. C'est vraiment une totale révolution. Euh, et donc à l'époque, voilà, j'ai 18 ans, c'est, je dirais, le début, c'est vraiment le commencement donc d'une nouvelle histoire pour moi, d'une nouvelle étape dans ma vie. Vraiment la rencontre donc avec le site Africamat, avec cette émission donc où je vois pour la première fois donc Omotunde, c'est un point de départ. Et donc pour poursuivre toujours dans dans ce même sens, donc à l'époque donc j'ai 18 ans, nous sommes en 2005 et 2006. Et quelques années plus tard, puisque du coup en tombant sur le site Africamat, je découvre également donc l'Institut Africamat, où cette fois-ci, au-delà des articles qu'on peut lire sur le site internet, il y a des cours qui sont donnés euh, sur Paris. Voilà, donc je découvre tout ça à distance. Je découvre l'existence donc des fameux cours dont j'avais parlé à l'époque, quand j'avais 10-12 ans, me disant que plus tard, il faudrait que je trouve des gens pour m'enseigner l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde noir. Et donc là, je découvre qu'il y a sur Paris un institut, voilà, où on reçoit des cours donc, sur l'Égypte antique, sur euh, l'Afrique de l'époque précoloniale. Voilà. Et ça, à ce moment-là, je me dis non, ça, c'est pour moi, ça. Il faut que je sois là, il
faut que je puisse aller découvrir tout ça. Donc, quelques années plus tard, hein, donc à l'époque, on est en 2008. Voilà, on est en 2008, donc on va dire 2 ans plus tard. Donc à l'époque, j'ai 20 ans. Voilà. 21 ans même en 2008, oui. J'ai 21 ans. Euh, donc pour des raisons à la fois euh, personnelles, pour les études, voilà, je me retrouve donc 2 ans plus tard sur Paris, en région parisienne. Et donc tout de suite, le, le- ma première ambition, ma première intention, c'est de pouvoir localiser où est ce fameux institut. Il est où? Voilà, j'arrive. On est au mois d'août 2008. J'arrive donc en région parisienne. Et donc très rapidement, dès le mois de septembre, ma première intention, le temps d'arriver, de prendre mes marques, c'est de situer où se trouve cet institut. Je tombe sur une adresse où se trouvait donc à l'époque la librairie, puisqu'il y avait également une partie librairie. Donc, qui se situait donc dans le 93, hein, à Saint-Ouen. Donc c'était la librairie Edilac, donc qui euh, diffusait les ouvrages, donc des éditions, donc à l'époque les éditions Ménébuc. Les éditions Ménébuc étaient une maison d'édition panafricaine qui voilà, éditait les livres de beaucoup d'auteurs euh, d'origine caribéenne, antillaise, euh, africain, voilà, du continent. Euh, et donc, je localise donc où se situe donc cette librairie. Je me dis tiens bon ben je vais y aller puisqu'au-delà des articles que je pouvais lire donc sur le site Africamat, avoir accès également à des ouvrages, vraiment à au contenu donc direct hein, dans les connaissances que je pouvais trouver donc sur leur site internet, avoir accès donc aux livres. Ça m'intéressait donc particulièrement. Donc je me suis mis en tête, voilà, de me rendre à cette adresse et de trouver où était donc cette fameuse librairie panafricaine où je pouvais trouver donc les livres de Motoundé ainsi que d'autres. Voilà, trouver les livres de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre Culture, toutes sortes de références. Et je me souviens donc du jour où j'arrive sur les lieux où se trouve cette librairie. Je vois qu'il y a porte close. Il y a porte close, mais il y a un message qui dit oui, nous sommes absentés, mais nous sommes de retour pour telle heure. Ça devait être pour 13h30. Et moi, j'arrive, bon, bah, il était 13h. Bon, je me dis, bon, il y a 30 minutes. Bon, il faisait pas chaud, hein, on est en septembre. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis déjà là, je pars. Mais j'ai déjà fait tout ce chemin pour être là. Je suis parti de la Guadeloupe, voilà, je suis arrivé ici. Bon, allez, 30 minutes, ça va pas me tuer. C'est bon, il fait froid, mais c'est pas grave, j'attends. Ça va passer. Donc les 30 minutes passent, finalement 10 minutes de plus passent, ça fait déjà 40 minutes que je suis là, je commence un peu à geler. Et là, subitement, je vois 2 personnes qui arrivent, qui s'approchent de la porte et qui ouvrent la porte. Donc là, je me suis dit, ah, donc enfin, il y a quelqu'un qui est arrivé. Bon, ben, je vais m'approcher pour voir. Sur le coup, je ne reconnais pas qui c'est. Je m'approche. Et en fait, donc c'était le responsable donc, de cette librairie, hein, et donc le fondateur de la maison d'édition Ménébuc, donc en la personne donc, de Salomon Mézépo, et qui était accompagné ce jour-là. Donc ça c'est un petit clin d'œil pour tout moi. Hein. Il était accompagné ce jour-là de feu Jean-Pierre Caillat. Voilà. Et ça a été la toute première fois d'ailleurs donc que j'ai vu donc euh, Jean-Pierre Caillat donc qui effectivement donc à l'époque je crois qu'il venait de sortir le 2e tome de son ouvrage sur la théorie de la révolution africaine. Voilà.
Et donc, il était en compagnie donc, du fondateur de la maison d'édition, donc Ménébuc, hein, chez qui il avait sorti donc, cet ouvrage. Donc, ils étaient ensemble. Et moi, donc, je suis debout devant. Et j'ai bien remarqué que, parce que comme là où était situé le local, il y avait peu de passages dans la rue. Et j'ai bien remarqué que lorsqu'ils sont arrivés devant, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte d'entrée donc, de cette librairie, ils m'ont un peu observé parce que j'étais debout un peu à l'écart. Donc ils m'ont un peu observé en se disant, bon, mais c'est qui celui-là? Il est tout seul, il est là, il est debout, il attend. Et donc ensuite, une fois que j'ai compris que ben, c'est bien à l'intérieur de la librairie qu'ils rentraient, donc je les ai suivis. Enfin, je me suis dirigé donc vers eux. Et donc du coup, voilà, je me suis présenté, je leur ai expliqué voilà, que je venais de la Guadeloupe, que j'étais arrivé depuis quelques semaines sur Paris, que j'avais entendu parler donc de l'Institut Africamat sur Internet, que j'avais dévoré tous les articles. Voilà, je l'expose un peu ce qui m'amène là. Et qu'en gros, bon, n'ayant pas pu localiser l'adresse de l'Institut Africamat, mais ayant quand même pu retrouver l'adresse donc de la librairie où finalement les ouvrages donc, de Motunde euh, étaient, étaient vendus, hein, ou en tout cas aussi donc la maison d'édition était située, la maison d'édition où les livres étaient édités. Voilà, j'ai pu trouver l'adresse, donc du coup j'ai décidé bon, ben, de venir à leur rencontre pour pouvoir voilà, découvrir où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et donc éventuellement aussi avoir donc, les coordonnées, l'adresse donc, de l'Institut Africamat pour pouvoir donc également participer au cours. Donc là, j'ai pu avoir un échange donc avec eux, donc avec, comme je disais, Salomon Mezepo et Feu Jean-Pierre Kaya. Et donc ensuite, voilà, il m'a en particulier donc Salomon Mezepo, hein, qui était présent donc les samedis lors des cours de l'Institut Africamat, m'a communiqué donc l'adresse, les horaires, voilà. Et donc du coup, j'ai pris rendez-vous. Donc je me suis dit bon, ben ok, samedi, je serai là. Samedi, je serai là. Donc effectivement, le samedi est arrivé. Je suis arrivé à l'Institut Africamat et donc du coup, ça a été pour moi la première rencontre, hein, donc aux alentours de septembre 2008, la première rencontre avec donc, ben, Jean-Philippe Omotunde, puisqu'à l'époque, bon, il n'était pas encore Kalala Omotunde, mais bon, aujourd'hui on le connaît plus sous le nom de Kalala Omotunde. Donc c'est la première rencontre avec lui. Et là aussi, bon ben, comment dirais-je? Ça a été un moment vraiment énorme, puisque dès ma, ma présence au tout premier cours, euh, bon, je suis obligé de parler de lui aujourd'hui au passé, puisque, bon, ben, enfin, au passé par rapport au fait qu'il ne soit plus à l'heure où nous enregistrons cet audio, il n'est plus présent dans notre réalité. Mais c'est vrai que ce qu'il y avait de vraiment frappant, de vraiment marquant avec Omotunde, c'est non seulement sa pédagogie, sa capacité à captiver son auditoire, mais c'est aussi le fait de mettre les gens à l'aise. C'est-à-dire que moi, dès ma toute première venue à l'Institut, il ne me connaissait pas du tout. C'est la première fois qu'on se voyait. Mais c'est quelqu'un qui, en remarquant justement un nouveau visage, un visage qui n'était jamais encore venu, tout de suite, il venait vers vous, puisqu'il y avait deux parties, hein, donc au cours des cours, il y avait une première partie, ensuite il y avait une première pause, une pause boisson, gâteau, enfin voilà, une pause goûter, et ensuite on reprenait les cours, voilà, et donc au cours donc, de cette pause, après donc la première partie du cours, là c'est l'occasion d'échanger, de discuter avec les autres, hein, ceux qui participent au cours. Lui, tout de suite, voilà, il vient vers vous, euh, il
discute avec vous, il essaie de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, comment vous avez connu l'institut. Voilà, c'est quelqu'un de très avenant, enfin c'était quelqu'un de vraiment très avenant. Euh, et nous, sur le coup, bon, bah, on est un peu impressionné parce qu'on se dit, bon, mais pourquoi il vient me parler? Enfin, moi, je le connais, mais bon, lui, il me connaît pas. Et voilà, de le voir comme ça, très ouvert, très disponible, c'était vraiment quelque chose de très marquant. Euh, et, euh, et très sincèrement, bon, au cours des cours, c'est-à-dire que si on prenait des gifles en lisant les articles sur le site, bon, après, tous les articles n'étaient pas rédigés que par Omotunde, hein, il y avait d'autres auteurs, notamment l'un de ceux qui animait les cours donc, le samedi, donc René Louis Etilé, donc, qui également donc, avait des articles hein, qu'il écrivait sur le site. Euh, mais je dirais que au cours des cours, hein, si déjà on recevait des gifles lorsqu'on lisait les articles sur le site Africamat, mais euh, pendant le déroulement du cours, là, c'était vraiment on sortait de là, on avait la tête totalement retournée, le cou totalement avec des torticolis parce que c'était pas croyable. Puisque là, en plus donc des informations hein, qu'on nous communiquait, il y avait aussi les images. Et ça, je pense que pour tous ceux qui aujourd'hui côtoient l'école Kimuntu, savent l'importance des images, hein, anagramme du mot magie. Et je vous assure que avoir en plus donc de, des connaissances, les images qui illustrent ces connaissances, ça impacte profondément votre intellect. Ça change tout. Franchement, ça change tout. Et donc voilà, durant toute une année, donc à l'époque 2008, entre 2008 et 2009, euh, tous les samedis, j'étais en cours. Tous les samedis. Je me souviens à l'époque, voilà, j'avais 21 ans. Euh, bon, sans aucune prétention, mais je, je me souviens qu'à l'époque, les gens de mon âge, tous mes amis, enfin les gens que je connaissais qui étaient sur la région parisienne, le samedi, vendredi, le samedi, c'était le jour dédié aux boîtes de nuit. À l'époque, les boîtes qui étaient tendance et qui faisaient carton plein, c'était le Palacio, c'était l'Acropole, hein, pour les connaisseurs hein, qui connaissent bien les boîtes antillaises sur la région parisienne. Moi, je vous assure, durant toute une année 2008-2009, pas une fois, je n'ai eu l'occasion de me rendre ni au Palacio, ni à l'Acropole. Ça m'intéressait pas. Pas que les sorties entre amis, je, comment dire, je n'étais pas contre. Mais entre avoir le choix d'aller au cours de l'Institut le samedi après-midi, puisque en général, ça commençait le samedi à 14 heures à peu près, et ça se terminait quand il fallait que ça se termine, à 23 heures. Voilà. En général, ça se finissait toujours très tard. Très tard. Juste le temps de courir pour avoir le temps de prendre son dernier métro. Voilà. Ça pouvait se terminer à 23 heures, à minuit. Souvent, c'est les responsables donc, de la salle où nous étions qui venaient nous chercher pour nous dire bon, maintenant là, c'est plus possible. Il est déjà. Voilà. Donc, pour vous dire, et donc les cours se faisaient dans une salle en plein cœur de Paris. Hein. Nous étions dans le quartier du Luxembourg. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Paris, nous étions dans le quartier du Luxembourg. Et voilà, donc moi, tous les samedis, j'étais inévitablement en cours. C'est-à-dire que s'il fallait sortir le vendredi et ne pas être en forme le lendemain, et pour ne pas pouvoir aller en cours, mais je préférais ne pas sortir. Parce qu'il fallait absolument que le samedi, je sois en cours. Et quand le cours se terminait le samedi, je n'attendais qu'une chose, c'est que le samedi prochain arrive. Donc pour moi, il était impensable de manquer un samedi. Ce qui fait que du coup, bah, tous les samedis entre 2008 et 2009, j'étais en cours. Et comme je vous dis, chaque jour, c'était... Voilà, je me souviens qu'on a abordé des sujets tellement vastes,
tellement variés. Euh, Quand aujourd'hui, à l'école, nous parlons des reptiliens, nous parlons des Shintaori, la toute première fois où j'ai été enseigné sur ces questions, c'était à cette époque-là. Déjà à l'époque avec Omotunde, qui pour la première fois, en tout cas c'est la première fois que j'entendais parler de tout ça, des, euh, des 13 lignées, j'entendais parler des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, etc., les Illuminati, les Shintaori, pour vous montrer à quel point déjà le niveau était élevé. Parce que ça, aujourd'hui, quand on en parle et à travers ce qu'on fait aujourd'hui à l'école, mais déjà à l'époque, vous imaginez, on était en 2008-2009. Moi, je me souviens que lorsque j'ai reçu ces enseignements-là, les premiers jours, je n'ai pas dormi. Alors, je vous assure que les tout premiers jours, quand il a fallu, puisque souvent, bien entendu, on nous incitait à faire nos propres recherches, on nous fournissait des sources documentaires qui nous permettaient, après le cours, de pouvoir poursuivre nos recherches, puisque ça a toujours été donc la méthodologie de travail, c'est-à-dire on vous fournit des connaissances, on vous donne les références, et à vous de faire vos recherches également, d'aller vérifier l'information. Toujours vérifier l'information. Ça, c'est, de toute façon, lorsqu'on est issu de l'école chez Cantajob, on est issu de l'école diopienne, l'accès à l'information directe, c'est incontournable. Et véritablement, voilà, on nous encourageait à aller faire nos propres recherches. Vous voyez? Donc, véritablement, et donc, effectivement, lorsque j'ai pu me renseigner sur toutes ces questions, hein, les Adam Weishaupt, les Illuminés de Bavière, enfin tout, franchement, je me suis. Encore plus, là, on se dit, mais dans quel monde vivons-nous? Voilà, c'était vraiment des moments incroyables. Et ça a été, en tout cas, comme on dit, j'avais demandé à l'époque, hein, à 10-12 ans, j'avais demandé, ben là aujourd'hui, entre mes 18, 20 ans, 21 ans, je peux dire que j'ai été servi. J'ai vraiment été servi. Et je dirais le couronnement de tout ce cheminement, de l'accès à toutes ces informations a été, je dirais, la cerise du gâteau, ça a été ce voyage que j'ai pu effectuer justement donc, avec des membres de l'Institut Africamat et Omotunde lui-même. Le voyage que nous avons pu faire en Égypte en février 2009. Voilà, nous avons été en Égypte donc, pendant 10 jours. Mais voilà, ça pour aujourd'hui, voilà, je pense que on en a déjà, on en a déjà partagé pas mal. Et donc là, je vous invite bon, ben, à suivre la suite lors donc, du prochain Kabula où donc, voilà, j'aurai l'occasion de revenir sur euh, c'est- 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 cet événement, hein, véritablement, de pouvoir aller toucher du doigt euh, l'accomplissement de nos ancêtres, hein, cette œuvre magnifique qu'est l'Égypte. Et voilà, donc nous démarrons donc, le prochain Kabula, nous reprendrons le Kabula sur ce sujet, sur euh, cette, euh, cet événement. Et nous poursuivrons voilà, les différentes étapes du cheminement que nous avons eu au fur et à mesure donc, des années au sein donc, de la tradition et donc la manière dont nous avons été initiés, euh, dont nous avons progressé au sein de la tradition, bien entendu, donc avant l'arrivée au Kimuntu. Voilà, et la rencontre donc avec Ntumwa Nswati. Donc, m'attendons à vous pour votre patience, pour votre écoute.
et en espérant que la suite vous plaira et que vous attendrez avec impatience la suite de ce partage de ce Kaboula. Donc Zola à vous et je vous dis à bientôt.